Bienvenue sur CivilNet, mon invité est le colonel Jean-Luc Théus. Il est ancien attaché de défense français dans le Caucase du Sud. Bienvenue, monsieur Théus. Bonjour et merci de votre invitation. Mais avec plaisir. Donc, vous avez eu l'occasion je vais commencer par, on va repartir en 2020, pendant la guerre de 44 jours. Vous avez eu l'occasion d'analyser justement les armements et les tactiques entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie durant cette guerre-là. Avant d'en venir à notre période actuelle, je voulais savoir, selon vous, quels éléments cruciaux ont mené à la perte de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh en termes d'armement et de stratégie. Eh bien, écoutez, sur le plan de la stratégie, moi je dirais, je précise d'abord que moi j'étais officier dans les troupes de montagne françaises, donc j'ai un regard assez précis sur la guerre en montagne. Je pense qu'il y a un problème de lucidité au niveau de l'Arménie sur ce qu'était alors la volonté de Bakou de reconquérir des territoires et de se donner des moyens militaires très cohérents de le faire. Voilà. Et je pense qu'il y a eu, au niveau de Yerevan, il y a eu une absence de volonté de croire à ce, à ce qui était pourtant extrêmement visible au sein des forces armées azerbaïdjanaises, que moi je pouvais observer, et j'avais tiré une conclusion tout à fait différente de celle des Arméniens. Donc, qu'est-ce qui a mené à la perte, à votre avis, au-delà du fait d'avoir sous-estimé les forces azerbaïdjanaises en termes sur le terrain, disons, en termes d'armement, en termes de stratégie? Qu'est-ce qui n'a pas été mis en place et qui aurait pu éviter la situation là? Alors, ce qui semble, pour aller un peu plus sur le terrain, je pense que la stratégie arménienne est très défensive et elle s'appuyait en particulier sur un réseau, vous connaissez bien mieux que moi, sur un réseau de fortifications et de tranchées qui présentait quand même un défaut majeur, c'est celui d'être complètement immobile et donc de constituer des cibles faciles pour l'artillerie azerbaïdjanaise qui, elle, était très sophistiquée et très bien équipée. Et je pense aussi que les systèmes de protection antiaérien arméniens, qui étaient essentiellement d'ailleurs de conception soviétique ou russe, n'étaient pas au niveau, ils n'étaient pas au niveau techniquement. Et je pense que les équipes qui étaient derrière ces équipements, radars, systèmes de missiles, etc., antiaériens, en particulier contre les drones, n'étaient pas au niveau. Donc je pense que le système antiaérien en lui-même était dépassé par rapport à ce que Bakou a mis en face, et en particulier, vous le savez aussi, tous les systèmes de drones, munitions téléopérées, munitions suicides, drones de fabrication turque, etc. On parle souvent du fait que c'est ce qui a mené à la perte de l'Arménie, c'est aussi sa défense aérienne. Mais est-ce que, puisque vous êtes aussi sur le terrain plutôt montagneux, est-ce que vous pensez que sur le terrain, donc sur terre même, il y a eu aussi un problème à ce niveau-là de peut-être de coordination, de gestion D'après d'après ce que j'ai pu lire dans différentes sources, en langue russe en particulier, euh, on se rend compte que le commandement arménien sans doute est un peu trop vertical. Sans doute, vous savez, en montagne, il faut laisser l'initiative aux échelons de combat les plus bas, car finalement, c'est le terrain qui commande. Ils sont souvent isolés dans leur propre vallée, dans leur propre compartiment de terrain. Donc, il faut laisser l'initiative. Est-ce que l'ensemble de la chaîne de commandement arménienne et Karabatsi était capable de mettre en œuvre cette initiative? Je n'en suis pas sûr. Donc, ça, c'est un premier point. Je pense aussi que les principes de la guerre en montagne, qui est même si lorsqu'on défend, qui est une guerre faite de beaucoup de mobilité, n'était pas suffisamment connue par le commandement, le haut commandement arménien. Et à la fin, ce sont les unités sur le terrain qui le payent quand le commandement prend pas les bonnes décisions, pas assez rapidement, et que le commandement est trop rigide. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, s'il y a bien un mot à retenir, c'est laisser l'initiative sur le terrain et même l'encourager. Depuis la guerre de 2020, l'Arménie a augmenté ses dépenses militaires. Au début, donc en 2020, l'Arménie a alloué 785 millions de dollars à la défense. Ensuite, en 2020, ses dépenses s'élevaient à environ 663 millions. Et en 2024, l'Arménie prévoit d'y consacrer 1,4 milliard de dollars.
Du côté de l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan n'est pas non plus en reste puisqu'elle a également considérablement augmenté son budget militaire. En 2020, l'Azerbaïdjan donc a octroyé 2,2 milliards de dollars à la défense. En 2021, 2,7 milliards de dollars. Et en 2024, elle a augmenté son budget de manière assez conséquente et ce budget se porte à 3,7 milliards de dollars. Il y a une grosse différence en termes de dépenses, en termes de budget, dans tout ce qui touche à l'armement militaire entre les deux pays. Est-ce que la somme qui est déployée pour l'armement militaire est un facteur décisif quant à l'aboutissement en cas de guerre, ou bien il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu? Je pense que c'est un facteur clé, mais il est pas le facteur décisif. Et tous les spécialistes de la guerre ou de l'économie de guerre le diront. Surtout dans le cas de l'Arménie qui est en position défensive dans un terrain qui l'avantage parce que c'est un terrain complexe. Donc ça permet finalement de remettre assez facilement les choses à niveau. Ensuite, au-delà de l'armement, il y a la façon dont on s'en sert, dont on apprend à s'en servir. Donc il y a aussi une affaire de doctrine, et ça c'est pas une question d'argent. C'est souvent une question de mobilisation des énergies et des cerveaux et comment dire, d'élaborer une doctrine qui soit réaliste, qui soit conforme à la culture militaire du pays, qui soit conforme au terrain sur lequel on va se battre et qui soit adaptée à la menace auquel les forces vont être opposées et avec une analyse lucide qui soit ni trop arrogante, ni trop naïve, je dirais. Voilà. Donc l'armement, c'est important, les sommes qu'on y consacre, mais s'il suffisait d'empiler des armements chers pour gagner une guerre, ça se saurait. Et alors, dans ce cas-là, est-ce que vous avez, si vous suivez un peu l'actualité, est-ce que vous savez si l'Arménie a l'air d'avoir, en tout cas le gouvernement arménien a l'air d'avoir compris ce facteur-là, cet élément-là, et joue cette carte? Est-ce que, par exemple, il y a des collaborations qui sont faites, par exemple, avec la France, avec l'envoi de professionnels militaires pour préparer l'armée arménienne. La Grèce aussi l'a fait et va certainement le faire. Est-ce que ce sont des démarches qui, justement, vont permettre de travailler plus sur la stratégie et sur le bon usage de cet armement? Oui, en parlant de cet armement, j'ai bien suivi aussi l'actualité. Je vois bien que désormais Yerevan se tourne en particulier vers l'Inde pour acheter des systèmes d'armes, on y reviendra peut-être, très modernes. Mais je pense que c'est effectivement la bonne solution de se tourner vers un certain nombre de pays partenaires pour faire évoluer la doctrine, les systèmes de commandement, les systèmes de planification. Donc la Grèce et la France sont deux pays de l'OTAN qui ont une bonne expérience opérationnelle, très différentes et à mon avis complémentaires l'une et l'autre. Et il ne s'agit pas uniquement d'envoyer des spécialistes, par exemple en Arménie, leur dire qu'il faut faire comme ceci, comme cela, mais je pense qu'il est intéressant aussi pour des officiers, en particulier de jeunes officiers arméniens, d'aller se frotter un petit peu aux techniques opérationnelles en Europe. Voilà. Mais surtout, ne pas essayer, à mon avis, c'est le piège, de calquer ce qu'on fait, par exemple, au sein de l'OTAN, de manière brutale, mais bien de l'adapter aux réalités du terrain, de la culture et des réalités finalement de la sociologie arménienne aussi. C'est important. Justement, on va parler un petit peu de la diversification de l'achat de l'armement militaire. L'Arménie, jusqu'à maintenant, jusqu'à la guerre de 2020, elle se fournissait principalement en Russie. Et là maintenant, elle a un peu diversifié son armement puisqu'elle se fournit auprès de la France et comme vous l'avez noté, auprès de l'Inde. Est-ce que diversifier son approvisionnement, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la bonne stratégie? Oui, je pense qu'on l'a bien vu au moment de la guerre de 2020. Vous aviez un fournisseur quasi exclusif, on peut le dire, puisque à cette époque-là, la France qui était engagée dans le groupe de Minsk, il était évident qu'elle n'allait pas fournir d'armement. Et donc, je pense que avoir un seul fournisseur, c'est dangereux, à partir du moment où il vous permettrait cette expression un peu triviale, il vous claque entre les doigts. Et donc, c'est important de diversifier. C'est important de diversifier parce que acheter de l'armement à un pays, c'est un geste politique aussi. Donc, derrière, il y a forcément un soutien politique. Acheter de l'armement à différents pays, ça permet peut-être d'acheter des armements un petit peu plus chers à certains pays. Je pense aux radars français, par exemple, et des armements un peu moins chers
en plus grand nombre, mais qui sont d'un niveau technologique bien suffisant pour ce que l'armée arménienne a besoin de réaliser. Je pense à l'Inde qui réalise de très bons armements, qui ont cette qualité en particulier d'être bien adaptés au terrain montagneux, puisque l'Inde est un des pays qui a une expérience de la guerre en montagne. Donc je pense que c'est un bon choix à la fois de diversifier, et les choix qui sont faits me semblent les bons. Est-ce que on a eu le cas en Russie, hein, donc en 2020, où il y a une espèce de dépendance, comme vous l'avez dit, et en un claquement de doigts, ils peuvent ne plus se trouver là. Est-ce que ça crée pas non plus cette diversification, une dépendance envers ces pays en quelque sorte, parce que c'est eux qui possèdent la technologie, donc le savoir de leur technologie, et donc face à une guerre, face à un problème, faire appel à un professionnel du pays, c'est peut-être aussi créer une dépendance envers ce pays justement, ou bien non. Je pense qu'en général, lorsqu'on vend, et c'est a priori, si j'ai bien compris, le cas de la France, je ne connais pas le cas de la Grèce, lorsqu'on vend de l'armement dans ce type de contexte, il y a des accords derrière, des accords de défense bilatéraux qui engagent les deux parties. Donc voilà, la France, je pense, a ce type d'accord avec Erevan, et elle le respectera. Ensuite, la question que vous posez finalement, c'est est-ce que Yerevan doit développer, comme l'a fait l'Inde par exemple, une base industrielle et technologique de défense qui lui soit propre, qui permette de compléter? Je pense que c'est un peu le cas. Je sais qu'il y a déjà des entreprises. Il y a, il y a il y a la ressource humaine aussi. Vous avez des ingénieurs, des gens très compétents, etc. Si vous prenez l'exemple de l'Ukraine, il y avait à la fois un héritage de la période soviétique, c'est certain, mais ils ont su capitaliser là-dessus pour développer leur propre industrie très originale, très agile. La meilleure illustration étant tous les systèmes de drones, de munitions téléopérées, qui coûtent pas très cher et qui sont à la portée d'utilisation de la plupart des soldats ukrainiens. Donc je pense, voilà un modèle qui peut sans doute inspirer Yerevan. Vous avez raison, il faut avoir une part d'autonomie, mais vous pouvez pas tout produire, comme la France ne produit pas tout non plus, elle est dépendante dans certains domaines. Plongeons un peu plus, concentrons-nous sur la France justement et sur l'Inde. Donc pour en revenir un peu on peut faire un peu un inventaire de ce que la France va fournir ou a déjà fourni à l'Arménie. Donc vous en avez parlé, la France livrerait 3 radars Groundmaster 200 GM200. Son usage en Arménie servirait, dites-moi si je me trompe, hein, servirait à lutter contre des petits drones plutôt, puisque comme on l'a démontré un peu la guerre de 2020, en fait c'était le système de drone Bayraktar qui était utilisé notamment par l'Azerbaïdjan a fait de gros dégâts au Karabakh. Donc ce genre de radar, ça constitue l'une des sphères les plus importantes en fait pour l'Arménie. Les forces armées arméniennes recevront également 50 véhicules blindés Bastion. On attend encore 26. Sébastien Lecornu, qui est le ministre français des Armées, a également annoncé l'achat de missiles type Mistral. Et ces missiles-là sont un système, une fois de plus, à objet de défense aérienne. Donc, c'est de la défense de nouveau. Côté Inde, l'Arménie se fournira surtout avec un armement, cette fois à la fois défensif et offensif, avec le radar Swati, qui est conçu pour détecter et suivre les obus d'artillerie et les missiles qui sont lancés par l'ennemi. Mais il y a aussi à savoir, pour déterminer l'emplacement de leur lancement, les lance-roquettes Pinaka, qui sont des armes anti-chars et d'autres munitions, des obusiers automoteurs Mark 155, 6 obusiers Attax, un système anti-drone Zen et des systèmes de missiles anti-aériens Akash. Tout ça, est-ce que pour vous, cet approvisionnement, ça vous semble pertinent face à l'Azerbaïdjan et à son artillerie? Oui, c'est très cohérent. Alors, moi, je suis pas complètement d'accord avec vous. Je pense que les armements indiens que vous venez d'énumérer sont tous défensifs. Voilà, ils sont tous défensifs. Je reviens pas sur le radar français, il est connu. Effectivement, la difficulté, un radar qui détecte des avions détecte pas forcément facilement des objets de plus petite taille qui volent lentement ou qui sont dans des matériaux qui sont moins réceptifs aux ondes radar. On va pas rentrer dans la technique. On fournit aussi, je pense qu'on va vendre aussi des intensificateurs de lumière, Arménie. Et ça, c'est très important parce que le combat en montagne se déroule le plus souvent, si tant est qu'on veuille être efficace, de nuit. Donc, je pense que ça, c'est un sujet. Concernant les équipements indiens qui sont essentiellement, pour la plus grosse partie d'entre eux, des équipements d'artillerie, ils seront très cohérents parce qu'on voit bien qu'il y a différentes portées.
Voilà, donc vous avez des systèmes un lance-roquettes multiples qui va jusqu'à 120 km, donc qui est un peu l'équivalent du système soviétique, le Smerch, qu'avait aligné Bakou. Vous avez un système qui est très intéressant, qui est un peu l'équivalent indien du César, dont on parle beaucoup avec la guerre en Ukraine, qui est plus petit et qui porte un peu moins loin, mais qui a pour lui d'être extrêmement mobile sur des routes étroites et en montagne. Et puis, vous avez ces pièces tractées aussi dont vous avez parlé, qui tirent assez loin, et en particulier une gamme d'obus très intéressant, puisqu'on parle d'obus smart shells, on parle voilà, d'obus très sophistiqués. Et donc, il y a une vraie cohérence sur le plan des portées et sur des capacités. Et puis, derrière, je dirais aussi, au-delà des canons, vous, les journalistes, vous devez vous intéresser au fait qu'il y ait bien un système derrière qui permette de tirer vite, de tirer de manière précise, avec des drones en particulier pour aller trouver les cibles, et puis des systèmes de commandement suffisamment agiles et rapides pour pouvoir valoriser ces pièces qui sont d'un très très bon niveau et qui sont surtout, à mon avis, bien adaptées au terrain sur lequel elles seraient susceptibles d'être utilisées. Voilà. Et alors, dernière question, le système de défense aérien, comme on l'a dit et répété, c'était un très gros point faible pendant la guerre des 44 jours en 2020. Est-ce qu'il faudrait que le gouvernement se concentre sur l'achat d'escadrons d'avions de combat, ou bien au contraire, il vaut mieux qu'elle se concentre presque entièrement sur la défense aérienne? Je pense que c'est une question Alors là, on revient sur le sujet financier. Avoir une flotte d'avions en dessous d'un certain nombre, ça sert à rien. Donc on parle en général d'un escadron minimum, c'est-à-dire entre 12 et 15 avions. Mais qui dit avion dit ça suffit pas. Il faut les pièces de rechange, en particulier les réacteurs. Il faut l'ensemble des armes dont on a besoin. Missiles air pour abattre d'autres avions, ou des munitions air-sol. Tout ça, ça a un coût. Il y a tout un système de maintenance. Il faut disposer des bases aériennes suffisamment protégées aussi pour déployer ces avions. Et puis, il faut disposer aussi de pilotes qui soient formés. Voilà. C'est un système qui est quand même assez complexe, qui se bâtit sur plusieurs années. Et je pense que le choix fait pour l'instant par Yerevan de se concentrer sur la défense sol-air, donc à partir du sol, très efficace, ça me semble être un bon compromis compte tenu des moyens financiers que l'Arménie peut consacrer à sa défense. Voilà. Une aviation, c'est très cher. Ça revient très cher. Donc, les choix qui sont faits par Erevan, a priori, au vu de la situation actuelle, tant financière que temporelle, parce qu'on parle souvent ici de la possibilité d'une guerre prochaine, donc, qui n'est pas aussi éloignée que ça. On ne parle pas de quelque chose qui se passerait dans plusieurs années, mais quelque chose qui serait beaucoup plus imminent. Est-ce qu'au vu de la situation tant financière que temporelle, l'Arménie a fait des bons choix en termes d'armement, en termes de préparation? Préparation, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis plus dans le pays depuis longtemps, mais je pense que c'est vraiment un sujet, ce n'est pas que de l'armement. Et lorsqu'on veut vraiment enquêter sur la capacité de l'Arménie à se défendre, il faut voir aussi tout ce qui est fait en termes de formation des cadres et de l'entraînement des unités de combat. Mais pour venir sur l'armement, etc., je pense que l'Arménie, sa stratégie, on revient sur l'affaire de stratégie, c'est d'être capable de faire le plus de mal possible aux forces qui l'attaqueraient. Voilà, et c'est je pense que c'est le sujet, et faire du mal, c'est occasionner des pertes éventuellement aussi à l'aviation adverse, donc avec des missiles antiaériens. Vous n'arriverez pas à faire quelque chose de complètement étanche, mais l'idée, c'est de rendre le prix de l'attaque contre l'Arménie un petit peu disproportionné par rapport aux gains attendus. Et là, on rentre dans une affaire de dissuasion que nous connaissons bien en France. Merci beaucoup, Colonel Théus, pour cette conversation. Oui. Merci beaucoup parce que c'était très intéressant de pouvoir intervenir sur votre chaîne. Pareillement. Je vous souhaite une bonne journée. Pareillement. Merci à vous d'être resté avec nous.